Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. À La pensée et les hommes d'aujourd'hui, émission de philosophie et de morale laïque, je vous propose d'évoquer un écrivain, sans doute le plus grand romancier belge, sans doute le plus grand romancier belge, qui, à moi en tout cas, n'apparaît ni comme un philosophe, ni comme un moraliste. Mais je vais poser cette question à mon invité que je retrouve dans quelques instants après notre générique. J'ai le plaisir de vous présenter Anne Richter. Vous êtes romancière, novelliste, vous avez présidé pendant de très nombreuses années les Midis de la poésie et vous avez écrit récemment un ouvrage intitulé Simenon sous le masque, ouvrage paru aux éditions Racine. Ma première question, je l'avais déjà annoncé d'entrée de jeu, Anne Richter, ma première question porterait sur, au fond, est-ce qu'on peut considérer que Simenon est un métaphysicien? Est-ce que c'est un philosophe? Est-ce que c'est un moraliste? Je vous dirais d'emblée, moi j'en ai pas le sentiment, mais vous connaissez mieux Simenon que moi. Écoutez, pour introduire une réponse à votre question, qui est effectivement complexe, je dirais que ma fréquentation de Simenon a été longue et passionnée, puisque j'ai commencé à écrire un essai sur Simenon dans les années 60, au moment où, au fond, il était considéré comme un petit auteur de romans policiers sans plus. Il est parfois encore considéré comme tel, Absolument. à tort, bien entendu. Absolument. Mais tout de même, mon impression première du romancier a été justement qu'il dépassait infiniment cette dimension. Et puis, je me suis souvenu d'une petite phrase de Gide, d'André Gide, qui a été le grand découvreur de Simenon dans les années 30 et qui a entretenu une longue correspondance avec lui, et qui dit à un certain moment, en s'adressant à Simenon, « Votre œuvre va très loin, sans en avoir l'air et comme sans le savoir. » Et alors là, dans ce premier essai, je disais qu'à mon avis, effectivement, il dépassait de loin l'auteur de romans policiers, qu'il était un auteur de romans noirs, certes, mais très aigu et très profond. Et puis bon, les années ont passé, Simenon a écrit ses ouvrages fondamentaux, des chefs-d'œuvre, et puis il est mort. Et à la lumière de cette mort, j'ai relu encore une fois toute son œuvre, et je me suis dit que cet essai que j'avais écrit, je n'étais plus tout à fait d'accord avec lui, je devais le nuancer, je devais le prolonger, car justement, il me semblait qu'il n'y avait pas uniquement un auteur noir, un auteur nihiliste chez Simenon, qu'il y avait une prospection de la nature humaine qui allait très loin, qui était proche justement de certains grands auteurs métaphysiciens comme Graham Greene, comme Tolstoï, et que c'est une chose qui devait être prouvée, qu'il y avait chez lui aussi des instants de joie, de jubilation, de fusion avec le monde tout à fait extraordinaire, d'autant plus intéressant qu'ils étaient rares. Et là, justement, c'est ce Simenon-là qui m'a obligé à lever le masque, d'où le titre, Simenon sous le masque, de lever ce masque d'auteur de romans assez faciles, d'auteur qui accumulait les femmes, qui écrivait un roman express dans une cage de verre, soi-disant en 3 jours. Et finalement, cette prospection
a fait que je l'ai rapproché de certains très grands auteurs. Justement, j'allais vous interroger là-dessus, parce que vous venez de dire, au passage, vous avez parlé du nihilisme de Simenon. Alors, quand on entend le mot nihilisme, on pense à Nietzsche, bien Absolument. sûr. Est-ce que Simenon a lu Nietzsche? Est-ce que Simenon connaît l'œuvre de Nietzsche? Écoutez, c'est une question cruciale et très intéressante. Parce qu'on ne voit pas, lui, qui raconte des historiettes de commissaires Maigret, de petites danseuses de cabaret. On ne le voit pas en présence. Oui. C'est une rencontre déroutante. D'un philosophe comme Nietzsche. Absolument. C'est une rencontre très déroutante et qui pourtant a eu lieu. Et elle a été extrêmement décisive pour Simenon. Simenon avait à l'époque, il n'avait pas 20 ans, il habitait à Liège, c'était un petit journaliste et il a lu, le livre lui est presque tombé dans les mains, il a lu Ainsi parlait Zarathustra dans la collection blanche Gallimard, dit-il, et il avait inscrit, précise-t-il, sur la couverture du livre, la formule célèbre de Nietzsche, mais qui était tout un programme aussi, l'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Or, si on lit Simenon à la lumière de cette inscription de Nietzsche qu'il avait conservée à l'esprit, il y a chez tous les personnages de Simenon une volonté de dépassement, une volonté d'outrance, de démesure, d'aller au-delà d'eux-mêmes. Ce qui les mène souvent d'ailleurs à la faillite, à la faillite, à l'échec, au drame, à la folie, à la prostitution, à la mort, au crime. Mais... Alors un autre personnage que vous évoquez dans votre ouvrage, qui aurait influencé Simenon, c'est le psychanalyste Jung. Absolument, c'est un des grands personnages qui a beaucoup influencé Simenon. Là, cette rencontre-là est plus connue, quoique ce qu'il y a de très curieux entre eux, Simenon lisait Jung depuis les années 30. Mais on ne voit pas, on ne voit jamais, sauf dans les mémoires intimes, là il le cite, mais on ne voit jamais dans les livres de Simenon, enfin on ne voit pas souvent d'évocation de caractère savant, de caractère historique, mais jamais le nom de Jung n'apparaît. Non, absolument. Mais ni même dans les dictées. Oui, mais voici ce qui s'est passé, c'est très singulier, c'est une sorte de rendez-vous manqué qu'il a eu avec Jung. C'est-à-dire qu'il vivait en fait non seulement dans la proximité de la pensée jungienne, mais également c'était aussi une proximité dans l'espace. Parce que ils habitaient la Suisse tous les deux. Absolument, dans les années 60, Jung habitait près de Zurich, à Küsnacht, et Simenon habitait à Lausanne. Donc, ils étaient proches géographiquement. Et puis, un jour, il s'est passé ceci, c'est qu'un journaliste a déboulé chez Simenon, et il lui a dit, vous savez, c'est très curieux, je viens de chez Jung, et il a dans sa bibliothèque tous vos livres, et il m'a beaucoup parlé de vous. Alors, Simenon, qui avait lu assidûment Jung, depuis très longtemps, a été très impressionné, très touché, et il raconte ça dans ses mémoires. Il a voulu sauter le pas, et il a, dit-il, pris un rendez-vous par téléphone avec Jung pour le voir, pour enfin le rencontrer. Et alors il s'est passé une chose très curieuse, c'est que c'était en 61, et Jung est mort. Donc ce rendez-vous a été manqué. Alors un troisième personnage dont on n'a pas le temps de parler à notre émission d'aujourd'hui, mais que Simenon a connu, pour lequel il a reçu une certaine influence, c'est Miller, qu'il a rencontré, qu'il a connu in vivo, si j'ose dire. Absolument. Là c'est quelqu'un qu'il a connu, c'est un écrivain américain avec lequel il a eu... Je vous remercie, Anne Richter, on ne peut pas, le temps de notre émission est presque dépassé, on ne peut pas entrer dans le détail, mais je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent le titre de votre ouvrage, Simenon sous le masque, ouvrage publié aux éditions Racine. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.